va parler innovation. Une demi-heure, je vais aller très très vite. Innover juste, pas juste innover. On est dans une manifestation où l'innovation est reine et on fait pas mal d'erreurs en matière d'innovation. Et il y a pas mal de mirages. Donc je me propose d'essayer d'en éclaircir deux, trois. En un mot, même si je suis devant les slides, je vous parle à titre de professionnel, j'espère, de l'innovation et du design. Je dirige Groupe Zebra qui, depuis 35 ans, intervient dans ce qu'on appelle, nous, la performance des entreprises à travers l'offre, concevoir de l'offre nouvelle, donc le design, l'ingénierie, la conception de produits ou de services. Donc voilà, on a déposé plus de 180 brevets pour le compte de nos clients. Des milliers de produits conçus avec nos clients, donc des milliers d'erreurs bien sûr, et de temps en temps 2-3 succès. Donc c'est un peu là-dessus que je vais baser mon intervention. On dit que le monde a en tout cas le nôtre, le monde occidental, a une chance de se sauver par l'innovation, de s'en sortir par l'innovation. Quand on fait le tour du monde, ce qu'on fait, nous, dans notre métier, on s'aperçoit que nous ne sommes plus les mieux placés. Hein. Le monde a changé. La lumière a tourné. Et on n'a plus les meilleurs salaires, ou tout au moins on n'est plus les plus compétitifs. On n'a plus forcément les meilleures aides pour payer nos salariés. Monter une entreprise et innover, ce n'est pas forcément le plus simple. Le pire du pire, c'est d'arriver à trouver l'argent, les financements, l'innovation, monter des projets et qu'ils n'arrivent pas au bout. Ou qu'ils arrivent sans trouver leur marché. Hein. C'est pour ça que je parle d'innover juste et pas juste innover, parce qu'on est dans un monde qui court après la technologie, qui magnifie la technologie. Pour ceux qui étaient ou qui ont vu le CES il y a peu de temps, et je vois qu'ils sont venus se balader là, c'est le culte de la technologie. Et je ne sais pas si l'humain suit le rythme. Je ne sais pas si l'humain comprend tout ce qui se passe, absorbe tout ce qui se passe, et je ne sais même pas si les clients des innovateurs en B2B sont capables d'acheter ce qu'on leur propose. Quand vous allez faire le tour ici du salon, ça va être assez amusant. Je suis curieux de savoir à combien de stands vous comprenez ce qui se raconte. Et en combien de temps surtout, parce que l'innovation, ça n'est pas l'invention. L'innovation, c'est la capacité à faire passer une invention à un marché. Hein. C'est quand ça rencontre un marché. Et pour ça, il faut que les gens comprennent. Donc il va falloir bouger nos règles, et l'innovation c'est un mot qui est sur les lèvres de tout le monde mais qui est assez récent finalement, hein. Dans l'histoire de l'humanité, j'y reviendrai. Et en plus on a ce phénomène-là, hein. Phénomène qu'on nous rabâche pas mal chez nous, tant mieux, mais un petit peu moins en Chine, hein. On en parle moins, en Inde on en parle moins, aux États-Unis grâce à Trump, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc nous on est très concentrés sur les sujets de sustainability, c'est bien, c'est génial. Si on est les seuls, ça va créer d'autres soucis. Et ils l'ont bien résumé dans cet article. Au fush, hein, ça veut dire « je suis étonné ». Donc il faut revoir un peu nos objectifs. Innover, jusqu'à il y a peu de temps, c'était assez facile entre nous. Hein. C'était darwinien l'innovation, dans plein de boîtes. Souvent conduit par la R&D d'ailleurs. Regardez un exemple bien bête dans les rasoirs jetables. Eh ben, y en a un qui en invente un peu con, en plastique, et il met une lame. Et puis ensuite, c'est Darwin, ça évolue, c'est l'humain qui se redresse et qui marche, et on y met un manche mieux travaillé en termes de consommation de matière. On pique des idées dans l'architecture pour faire des poutres creuses qui sont plus résistantes. On amène une deuxième lame, on amène l'ergonomie, on amène une troisième lame, on amène encore plus d'ergonomie. C'est Darwin l'innovation. Ce qui fait qu'on sait, dans la majorité des entreprises, on sait ce qui va sortir l'an prochain. Hein. En étudiant finement l'offre, on voit les directions qu'une entreprise ou qu'une R&D va prendre pour l'an prochain. Ça s'appelle de la veille. Bon, c'est valable dans tous les métiers. Hein. Urgo, ils inventent un jour Urgo Start Plus avec du polyabsorbant et un matrix au-dessus. Et puis ensuite, l'année d'après, on rajoute du super absorbant layer parce que ça absorbait pas assez. Et puis l'année d'après, on rajoute un pourtour, un backing en silicone pour protéger ce super layer. Et on avance, et on avance. Ça s'appelle l'innovation, ou ça s'appelle le progrès, ou ça s'appelle de plus en plus cher à produire pour parfois de moins en moins de marge. Il faut réussir à la vendre, ce progrès.
En tout cas, jusqu'à il y a peu de temps, des bons ingénieurs, un bon storytelling, et ça marche. Chaque année, on répète. Bon, dans l'automobile, c'est les pires. C'est une vieille industrie qui a du mal à rebouger. Et eux, ben voilà, ça c'est 3 marques qui nous proposent leur vision du véhicule hybride de demain. Vous changez le logo, vous le mettez sur une autre et c'est pareil. Il y a du monde qui réfléchit pourtant, hein. Mais la distinction, le rapport au consommateur est quand même un peu oublié. Le problème, c'est que on vit dans un monde qui va extrêmement vite et où vos clients, où vos consommateurs finaux ne comprennent plus cette évolution. Tout va trop vite. Ça, c'est une année imaginaire. J'aime bien montrer cette image, mais c'est l'histoire de l'humanité en une année imaginaire pour vous montrer à quel point on n'a rien foutu pendant quelques millions d'années, puis tout d'un coup, ça s'énerve, hein. Il y a un mec qui invente le silex au 4 janvier. Ça change la vie, hein. On peut tuer les dinosaures et on peut commencer à manger. Sauf qu'on ne fait rien jusqu'en octobre, c'est-à-dire des millions d'années. Et il y a un gars qui invente le feu. Le feu, ça change la vie de tout le monde, hein, puisqu'on peut stocker la nourriture, la manger plus tard, puisqu'on l'a fait cuire. On peut se chauffer, patati, patata, ça change le monde. Puis l'agriculture, hein, au mois de décembre, il y en a qui inventent l'art pictural. Puis l'agriculture, enfin, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire de l'humanité. Avant, les humains vivent quand même, hein. Parce qu'on a l'impression qu'il faut absolument tous avoir des smartphones pour vivre, mais on a vécu très longtemps sans ça. Quelqu'un invente la roue dans le dernier jour à 4 heures du matin. Il invente la roue, ça change le commerce, parce qu'évidemment, on n'est plus obligé de produire pour son voisin, mais on peut aller à 100 km livré, et inversement, les échanges commerciaux. Puis quand la vapeur arrive, c'est plus à 100 km, c'est à des milliers de kilomètres, mais c'est à 22 heures. Et tout ce que vous avez connu, vous, et où on a l'impression d'être au centre du monde, est arrivé en gros à 23h30. Hein. Les vaccins, l'automobile, l'aviation, nos fameux mobiles, nos inséparables, inventés il y a 15 ans, c'est ultra court. Et chaque jour, maintenant, bam, bam, bam. Là, ici, vous rentrez dans un salon, IA, l'intelligence artificielle, on a l'impression que ça va changer le monde. Non, ça va changer quelques mondes. Pas tous les mondes. Mais maintenant, tout le monde investit dedans, on va se marrer. Donc ça, c'est pour vous dire que l'humain ne peut pas suivre cette évolution. L'humain ne comprend pas ce qu'on lui propose. Et vos clients, quand vous innovez, ont un mal fou à comprendre la nouveauté de ce que vous proposez. Dans la téléphonie, puisque vous vivez avec, j'ai pris cet exemple-là, l'évolution du téléphone, ici, il y avait les Radiocom 2000, hein, pour ceux qui ont connu. Puis, il y a eu tous les téléphones à touche. Ils sont morts. Puis, on a commencé à faire grandir l'écran. Les touches ont disparu. Il n'y a plus qu'un écran. Maintenant, une marque comme Apple, ça ne montre plus l'écran, ça ne montre que l'arrière. C'est-à-dire, on vend un mobile par le téléobjectif, pas par sa fonction téléphone. Tout le monde s'en fout. Et là, ça y est. On commence à retrouver une nouvelle jeunesse. Ils commencent à les plier. Ils commencent à les glisser. Ils commencent à les tordre dans tous les sens. Bon, moi j'ai juste mis, ça va où ça? On est à Grenoble, donc j'en profite pour dire que ça va à la fin de l'ordinateur. Fini, plié, c'est ça l'ordinateur. Je vais montrer pourquoi. En gros, depuis 100 ans, c'est ça qui drive l'innovation, c'est technocentrique. À chaque fois qu'on fait un progrès, on crée de la valeur, on la vend plus cher et on dit aux gens c'est encore plus performant, donc paye-la plus. Donc c'est centré sur les matériaux, les process, la qualité, la fiabilité. C'est comme ça qu'on raisonne. Ça, c'est technocentré. Depuis une bonne 50aine d'années, on a inventé user-centric. Ah, waouh! Il ne faudrait peut-être pas s'occuper uniquement de la technologie, mais beaucoup des usagers. À la production, à l'usage en usine et pourquoi pas à l'usage chez soi. Alors là, on a commencé à créer des études d'usage, évidemment tout le concept du marketing. C'est-à-dire qu'il faut faire des machines pour les riches, des machines pour les moyens riches, des machines pour les pauvres, des machines collectives, et pareil pour les vêtements, et pareil pour l'alimentaire. L'innovation, elle a des usagers et pas seulement des concepteurs. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. C'est encore pour ça que les ingénieurs dominent beaucoup des sujets. Hein. Ah ben non, on n'arrivera pas à le faire, ça ne sera jamais prêt à temps, il faut fixer un cahier des charges. Cahier des charges, pour moi, c'est... Ça veut dire cahier des emmerdes. Hein. Je préférerais un cahier des besoins.
parce que la charge pour démarrer un projet, c'est pas super. Mais bon, on vit encore dans ça. Et demain, on sera human-centric. C'est-à-dire qu'on va rentrer, et on est déjà rentré, mais sauf que c'est un peu long à démarrer, sur le fait qu'il faut d'abord servir l'humain et arrêter de servir la techno, parce qu'elle nous a dépassés depuis longtemps, et le monde ne suit plus dans plein de domaines. Je vais citer des marques, tant pis, j'ai l'habitude d'en perdre. On a la chance en France d'avoir 2 Vialet, si ça vous parle. Le meilleur son du monde. Gros investissement, plein d'acteurs géniaux. Le meilleur son du monde. C'est génial pour écouter du MP3 en marchant dans Grenoble. Ça sert vraiment à quelque chose. C'est vraiment le bon argument qu'il fallait trouver, je pense. Le meilleur son du monde. Des milliards, pas des milliards, mais des millions d'euros investis pour le meilleur son du monde. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le son partout. Disponible. Est-ce qu'il doit être le meilleur? On écoute des autoradios. Il faut s'occuper de ça. Il faut refaciliter la vie des gens. Il faut innover et se servir de l'ingénierie et de la science pour amener de la facilité chez les gens, pas amener uniquement de la performance. Il faut se refocuser sur l'essentiel et évidemment concevoir low énergie, low tech, ce mot un peu à la mode. Low tech, ça veut dire simple. Ça ne veut pas dire australopithèque. Mais le low tech ne fait pas la magie. Il est pourtant à l'origine de nombreux succès. Donc nous, on prétend que ce sont les 3 types d'innovation possibles. Innover par le savoir-faire ou pour le savoir-faire, innover pour l'expérientiel, c'est-à-dire amener une expérience, et la technologie doit surtout servir à amener l'expérience, ou innover pour la complexité. La complexité, c'est donc rendre simple les choses complexes. L'entreprise s'occupe de gérer la complexité et elle vous donne de la simplicité. Ceux qui ont fait fortune avec ça, c'est Apple. Ils ne vous disent pas on est les plus technologiques du marché. Ils vous disent si vous êtes idiot, vous allez savoir vous en servir, quoi. Dans notre métier, c'est Apple qui règne parce qu'on est nul en informatique. Donc appuie là, bouge là, tout se fait tout seul. Génial. Ah ben ma marque est fausse. Mais nous, on bosse pour Michelin, alors ça me fait toujours rire cet exemple-là. Il y a quand même des gens qui ont investi pendant des années pour cartographier le monde à la ruelle près. Et vous avez, pour les plus vieux d'entre vous, on a connu, on a connu le capot de la bagnole en disant où on va. Et on regardait ce machin-là en se disant, bon alors, et on s'engueulait tous, entre les routes bleues, les routes vertes, comment matérialiser son cerveau sur du papier alors qu'il faut le faire en 3D, quoi. Donc lui, il s'est fait démonter, et un jour, très intelligemment, ils ont dépensé des millions de dollars en se disant, on va digitaliser via Michelin. Génial. Jusqu'à ce que, ratiboisé, on s'en fout de digitaliser une carte. Maintenant, il y a une voix qui nous parle. Personne ne se rend compte de la complexité de Waze. Mais il y a David ou Jocelyne qui nous dit tourne à droite, tourne à gauche. On découvre des rues qu'on n'a jamais vues. C'est de la complexité. Il faut énormément de technologie. Mais d'abord, pour dire aux gens, arrête de réfléchir quand tu conduis. Ce matin, grâce aux agriculteurs, on a, pour certains d'entre nous, trouvé une super solution pour ne faire que 2 heures de plus. Lui, il est mort aussi puisqu'il s'est fait racheter par Google, donc c'est fini. Pendant 30 ans, on a fait des aspirateurs en essayant d'augmenter la qualité, la puissance du moteur, parce que c'est tellement pénible comme métier qu'il fallait augmenter l'efficacité. Donc c'est la puissance qui a tout géré. Un jour, lui, il a dit très bien, je vais changer de technologie. C'est pas la puissance du moteur, c'est le management de l'air qui va faire la différence. C'est-à-dire, je vais jouer avec l'air pour éviter, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour éviter de remplir un sac très très vite, mais une fois qu'il est rempli, il aspire plus. Il a inventé un cyclone et surtout, en termes d'expérientiel, il a montré la crasse. Plus c'est sale chez vous, plus vous êtes content. Parce que vous avez l'impression que le truc, il marche bien. Ce qui était évidemment l'inverse pendant 30 ans. Mais lui, il a mis au boulot des enfants et des retraités, qui sont très contents maintenant de faire cette fonction. Sauf que tous ces sujets-là sont faux. La vraie solution, c'est celle d'après. Celle où on n'aspire plus. C'est encore raté pour l'instant, parce que ça fait du bruit pour ceux qui en ont. Peut-être vous avez vu ça. Vous êtes à table, il est 13h. Malheureusement, vous l'avez réglé sur 13h. Et c'est parti, il commence à travailler. Mais au moins, il travaille tout seul. Ça, c'est de la technologie. Parce que nous faire travailler de plus en plus, comme le font vos smartphones, parce que vous êtes devenus banquier, photographe, agent de voyage, archiviste, secrétaire. C'est vous qui faites tout. Alors après, on dit on n'a plus de temps. Mais c'est eux qui vous ont pris tout votre temps.
Dans l'automobile, génial. Vieille industrie dans laquelle nous étions à peu près maîtres. Tout d'un coup, le mirage de la voiture électrique. La fonction nouvelle, la technologie nouvelle. On n'a plus de pétrole, ça sera l'électrique. Et vas-y, c'est parti. Et donc, on nous fait des grosses voitures avec 100 kg de batterie, qui avancent plus, etc., etc. Il y a un autre courant qui est de se dire, au lieu de rester 40 minutes à se brancher, voire 20 minutes quand on aura fait des efforts surhumains, voire 10 minutes quand on aura fait encore des efforts surhumains, et si on faisait comme avant, ou comme la bonne vieille bouteille de gaz, on pose sa batterie, on en prend une nouvelle, et ça dure 2 secondes, plus rapide qu'une station-service. On a du mal à bouger là-dessus. Ici, en tout cas. Il y en a qui bougent ailleurs. Mais personne ne bosse sur l'objet lui-même. On continue à rouler dans des voitures d'une tonne pour transporter 100 kg de viande. C'est stupide. Personne ne bosse sur la réduction drastique des véhicules. Quand je dis drastique, c'est drastique. C'est-à-dire le doublement des véhicules en ville. Ça va plaire à Grenoble. Il faut doubler le nombre de véhicules en ville. Nous avons besoin de plein de véhicules. Mais des tout petits. Des tout petits. Parce que nous sommes seuls dans nos voitures. Donc il faut réduire, mais considérablement, diviser par 4 la taille d'une automobile, ce qui divisera le poids par autant, et ce qui permettra de consommer beaucoup moins, beaucoup. Mais peu de monde travaille là-dessus. Nous, on a 5 brevets. En Chine, ça les botte. Ici, ils nous regardent en disant « c'est pas des voitures ». Les chaussures de sport, on bosse beaucoup, nous, dans le domaine des sports à loisirs, donc ça nous intéresse. Depuis une trentaine d'années, on fait beaucoup de chaussures. Et évidemment, c'est ça l'état actuel. On est tous partis il y a 30 ans en Asie, au Vietnam ou en Chine pour faire des magnifiques usines avec des magnifiques cohortes de salariés mal payés. Évidemment, une des voies, c'est l'automatisation. Ça, c'est une chaussure de foot faite par Decathlon, faite en France, entièrement automatisée ou quasiment entièrement automatisée, ce qui nous permet de sortir de cette logique de la main-d'œuvre à bas coût en réingénérant les projets et en se disant, ben voilà, maintenant des robots vont bosser. Ah oui, ça ne crée pas d'emploi. Si, il n'y en avait pas avant. Même si en accent, c'est ça en plus. C'est une voie. On l'a prise, nous, cette voie, en créant une usine qui s'appelle ASF 4.0, si vous avez entendu parler de ça, en Ardèche, avec le Chamatex Group, une usine de textile, et on a créé une usine qui est entièrement robotisée, qui est, je pense, en ce moment la plus moderne du monde, et qui fabrique des chaussures pour Salomon, pour Millet, pour Babolat. C'est cette vision de re-engineering du projet pour l'automatisation. C'est une voie quand même que dans nos pays, on a intérêt à prendre très très vite, parce qu'on ne créera pas les mêmes emplois qu'avant, c'est évident, et tant mieux, parce que créer des emplois d'ouvriers, moi je viens du nord de la France, des ouvriers dans la métallurgie ou dans les mines, j'en ai vu beaucoup, je ne pense pas que ce soit ces boulots-là qu'il faut créer demain. L'automatisation, comme dans une usine comme ASF, c'est des mecs en jean, en basket, super clean, et on bosse comme dans un restaurant haut de gamme. L'autre façon d'innover, c'est ce qu'a fait Veja à son époque. Sustainability. C'est-à-dire que je fais toute ma marque là-dessus. On est vraiment dans l'expérientiel. Est-ce que je marche mieux avec une Veja? J'en sais rien. Mais par contre, j'ai sauvé le monde. À l'autre bout du monde, entre parenthèses. Bon. Donc on a sauvé un monde. Et si demain, c'était autre chose? Alors c'est provoquant ça. Qu'est-ce qui s'use? La semelle. Qu'est-ce qui pollue? La semelle. Qu'est-ce qui laisse des résidus de caoutchouc partout? La semelle. Et si un jour, on continuait à garder le haut de la chaussure et qu'on nous proposait des chaussures à pneus interchangeables, comme dans d'autres domaines depuis bien longtemps? C'est notre instrument de roulage, la chaussure. Donc il y a des gens qui vont bosser là-dessus. Et puis surtout, un jour, il va falloir faire des chaussures qui s'adaptent au poids. Parce que voilà, tout le monde admet depuis des années et des années que si vous faites du 43, vous achetez une chaussure 43, et du 41, du 41. Sauf que moi, je suis gros, je chausse du 43, et quelqu'un d'autre va être tout fin, va chausser du 43. L'impact sur la chaussure n'a rien à voir. Personne ne nous propose des chaussures selon le poids. Voilà, 2-3 brevets qu'on a posés. Et comme on est chez HP, j'ai voulu faire une dédicace. Pendant 30 ans, on nous a fait des ordis de plus en plus puissants, de plus en plus petits, avec des systèmes de calcul de plus en plus puissants. Moi, je continue à faire PowerPoint et à ranger mes photos et à faire un peu de Word. Donc la puissance m'intéresse peu.
Mais bon, et surtout, on s'est tous mis au clavier. Hein. C'est-à-dire que si nous étions dans les années 50, je pense que tout le monde se marrerait. On est tous devenus sténodactylo. Hein. Et alors qu'avant, c'était quand même la honte. Hein. Clac, 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 clac. Là, maintenant, voilà, vous êtes des secrétaires. Petit à petit, les gens se sont dit, bah, après tout, ces gros ordis, c'est pas très pratique. On va faire quelque chose de plus expérientiel. C'est le règne des tablettes. Mais quand même, comme ça y est, on est devenu dactylo, on a gardé un keyboard. Évidemment, demain, on ira vers ça. Évidemment, demain, on ira vers des cahiers électroniques. On nous apprend à l'école à écrire, puis après, on n'écrit plus. Donc évidemment, dans un studio comme le nôtre, tout le monde bosse là-dessus, les dessins se font là-dessus, les textes se font là-dessus. Plus d'ordi, c'est fini. Donc évidemment, il y a pas mal de groupes qui ont arrêté la production des PC. C'est fini. Ah, c'est mal affiché, mais j'ai presque fini. Il me reste quelques minutes. Ce qui a de la valeur dans l'innovation, c'est le problème à résoudre, pas la façon dont on le résout. Hein. On est très concentré parce qu'on a une culture occidentale et en plus française, on est très concentré sur le moyen, nous. Ce qui compte, c'est le pourquoi. Hein. Quel est le but du projet qu'on a lancé? Quel est le but? Quel est le problème à résoudre? Lui, il disait, et cette phrase elle est marrante, mais si j'avais 1 heure pour résoudre un problème dont ma vie dépendait, je passerais 55 minutes à définir le problème. Parce qu'après, des solutions, il y en a 1000. Mais on travaille peu le problème. Peu. Et il y a peu de méthodologie pour travailler le problème. Alors il y a design thinking, pour ceux qui ont... Design thinking, comme son nom l'indique, c'est une pensée design. Donc quand c'est fait par d'autres gens que du design, c'est déjà premièrement rigolo. Mais en plus, ça sert à faire du design. Ça sert par extension à faire d'autres choses, mais c'est un petit moyen. On a trop peu de méthodologie dans ça. On travaille très mal ce qu'on appelle les insights en France, c'est-à-dire la connaissance du problème, la connaissance du public visé et comment on soulève des problématiques à traiter. On a une richesse de R&D monstrueuse, mais on les laisse bosser. Et c'est eux qui définissent leur sujet très souvent dans les boîtes que je vois. Un ingénieur, c'est fait pour ingénierer. Et s'il est très très bon, il va ingénierer des problèmes très compliqués. S'il est vraiment trop bon et très seul, il va ingénierer ses propres problèmes. Et c'est ce que je vous ai montré avant, c'est Darwin, quoi. Un ingénieur et un expert, ça fait mieux que la veille. Et mieux que l'année dernière. Mais c'est sur le même thème. L'important, c'est de trouver le bon thème. Et pour la blague, ça touche tout. Hein. Ça, c'est nos cartes d'embarquement. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à lire la porte où il doit aller, le fauteuil dans le... Il y a du monde qui digitalise ça. Hein. Il faut les brûler, hein. Enfin les cartes. Et si un jour on nous disait où tu vas, à quelle porte tu dois... À une porte, à quelle heure tu dois t'y présenter, voilà où est ton siège. Putain, comment on peut passer 5 ans à digitaliser une compagnie et toujours pas être capable de dialoguer avec ceux qui prennent l'avion, quoi. Ça freine beaucoup de choses. Ça. Au milieu de tout ça, il y a le mythe de la start-up. Au milieu de tout ça, évidemment, il y a les grands groupes, lourds, pénibles, avec des grands programmes, des structures, des gates. Il faut passer par des process. Alors on a cru que c'est les start-upers qui allaient changer le monde. C'est assez vrai pour celles qui réussissent. Hein. Il y a des start-up qui changent le monde. Parce qu'elles démarrent sans contraintes ou sans les mêmes contraintes. Et puis parmi elles, il y a des génies et la chance, parce qu'il faut beaucoup de chance dans une entreprise. Nous, au bout de 30 ans d'activité, on s'est dit c'est quand même beaucoup une question d'expérience. Et la majorité des start-up refont les mêmes erreurs que celles d'avant. Parce que soit c'est 2 ingénieurs qui ne savent pas ce que c'est que le marketing, soit c'est 2 marketeurs qui n'ont rien compris à la technique, soit c'est 1 plus 1, mais sont-ils bons dans leur domaine? Un de chaque, j'entends. Et en fait, on s'est aperçu au fil de nos études qu'on refait toujours les mêmes erreurs. Toujours les mêmes erreurs de profilage de la cible, de choix de technologie en amont qui s'avère 6 mois après. Alors on a inventé le mot pivot, hein, ça veut dire rater, mais bon, c'est un nouveau mot. Et en gros, on s'est dit, ben voilà, ce qu'on peut faire nous, c'est mettre à disposition des jeunes porteurs de projets quelque chose qui digitalise
le parcours de l'entrepreneuriat et le parcours du développement de projet selon les 8000 projets que nous, on a déjà fait. Donc les au moins 20 000 erreurs que nous, on a déjà fait, parce que dans chaque projet, il y en a eu. Et ils ont un stand là, ces jeunes-là, c'est Mobile First. J'invite les start-upers à regarder. C'est de l'incubation digitalisée sur tous les sujets et très, très concret. Parce que aider les start-upers, ça n'est pas que trouver des financements. C'est bien les aider dans la gestion du projet, l'avancement, ne pas avancer trop vite le marketing si on n'a pas avancé très vite les dépôts de modèles, de brevets, ne pas déposer de brevets si on n'a plus que 18 mois à partir du moment où c'est déposé et que notre projet va durer encore 4 ans. Il y a des tas d'astuces qui font qu'on se plante. Ce petit outil-là est fait pour ça. Voilà, j'en aurais fini en vous disant que l'innovation demain, c'est plus complexe que le progrès technique. Le progrès technique, c'est génial, on est très fort, et c'est au service de la gestion de projet. Mais celles qui mordront demain, évidemment, elles seront planète compatibles. Ça ne veut pas dire que nos innovations seront toutes sustainable. Planète compatible, ça veut dire dans la bonne direction. Mais si on change tout pour être tout sustainable et que les pays d'à côté ou les continents d'à côté ne le sont pas, il va y avoir des morts, hein. Les agriculteurs, les premiers. Humain compatible, ça j'en ai beaucoup parlé, je pense, et c'est fondamental. Il y a beaucoup d'innovations qui oublient l'humain. Et c'est quand même l'humain qui décide si ça s'étend ou pas. Et il y a des milliards de dollars qui sont perdus dans des innovations qui ne répondent pas à ça, hein. Vive les tokens. Et économiseur de temps. Économiseur de temps. Dans tous les sujets, toutes les grandes révolutions qui ont envahi le monde, qui ont réussi à passer du stade de l'invention au stade de la diffusion sérieuse, ont fait gagner du temps à l'humain, hein. Le feu, le tracteur, le frigo, la machine à laver, l'ordinateur, etc. Gagner du temps, gagner du temps. Et il y a beaucoup de projets où on perd du temps. Il y a beaucoup de sujets où on demande encore plus d'intégration de fonctions à l'humain. Et en fait, c'est génial dans le résultat, mais ça ne se diffusera pas beaucoup parce que l'être humain n'a pas trouvé son... Donc voilà, j'ai fini pour moi. Bonne suite au salon. Et si j'ai provoqué quelqu'un qui a envie de réagir, je prends.